Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la télévision nationale de la République de Guinée. Le 3 juillet 2013, alors que le pays était à feu et à sang, suite à des manifestations de l'opposition politique, les Guinéens, avec l'appui de la communauté internationale, se sont entendus. Les accords dits du 3 juillet ont permis de ramener la paix et la quiétude dans notre pays. Ces accords ont également permis d'aller aux élections législatives du 28 septembre dernier. Qu'en est-il aujourd'hui du contenu et de l'application de ces accords? Quelle lecture faut-il faire du retrait aujourd'hui des députés de l'Assemblée nationale? De ces questions et d'autres, nous allons débattre dans cette émission en direct sur la télévision nationale avec son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, Monsieur Alucène Makanera Kake. Monsieur le ministre, bonjour, bienvenue sur la RTG. Bonjour. Bien, Monsieur le ministre, la première question que nous sommes tentés aujourd'hui de nous poser dans cette émission, quelle est la philosophie qui a sous-tendu la signature des accords du 3 juillet? Bien, je voudrais vous dire d'abord que l'accord de 3 juillet est le fruit de la volonté du professeur Alpha Condé à faire participer l'ensemble de la classe politique aux élections législatives. C'est ce qui a fait qu'il a invité les principaux leaders des partis politiques au palais Sékou Touréa pour aller nous dire qu'il est prêt à nous accompagner. Une précision est importante, j'ai participé à cette rencontre, non pas en tant que membre du gouvernement, mais en tant que membre du parti politique, le RPG Arc-en-Ciel. À cette occasion, il a dit au parti politique qu'il est prêt à nous accompagner. À chaque fois, si nous sommes d'accord sur un point, même s'il fallait changer, modifier certaines dispositions légales, c'est-à-dire les lois, qu'il est prêt à nous accompagner. Et il a demandé à son ministre de l'administration, Dr Alassane Condé, d'ouvrir un cadre de dialogue, un dialogue inclusif, permettant aux acteurs politiques de discuter et de s'entendre sur certains points. C'est ce qui nous a amené tour à tour à la primature, au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et au palais du peuple, où il y a eu lieu un dialogue qui a duré à peu près 45 jours, c'est-à-dire du 27 novembre 2011 au 22 février 2012. Autour de certains points, par exemple la libération des manifestants arrêtés, la prise en charge des blessés, le départ de Wemark, la recomposition de la CENI, le départ du président de la CENI. Après le dialogue, nous avons pu obtenir le consensus sur un certain nombre de points, tels que du respect de l'autorité de l'État, du libre exercice des activités politiques, de libre accès des partis politiques de l'opposition aux médias publics, de la neutralité de l'administration, de la recomposition de la CENI et de ses démembrements, de l'amendement de l'article 162 du Code électoral, de l'audit du fichier électoral et de la révision des listes électorales. Cela a permis ce jour de faire avancer les choses et de maintenir la quiétude et la paix au sein de la cité. C'est ce qui nous a amené à la veille des élections à un autre dialogue. Ce dialogue qui a été finalisé le 3 juillet, et les termes de ce dialogue sont connus aujourd'hui sous le nom des accords globaux des partis politiques du 3 juillet. Et cet accord global de partis politiques du 3 juillet comporte 20 points et autour de 4 questions centrales, c'est-à-dire la question liée à l'opérateur technique et du fichier électoral, le fonctionnement de la CENI, le vote des Guinéens de l'étranger et le chronogramme électoral. Le chronogramme de ces élections concernait les élections législatives. Par rapport à ces questions, après le dialogue, nous nous sommes entendus presque sur toutes les questions liées aux opérations électorales et toutes les autres questions
concernant l'apaisement au sein de la cité. Bien, monsieur le ministre, avant de continuer, nous avons déjà campé. Vous nous avez dit quelle est la philosophie qui a sous-tendu l'organisation de ces rencontres pour aboutir à ces accords. Mais qui ont pris part à ces débats? Il est important de rappeler que presque toute la classe politique guinéenne a participé à ces débats. On avait le collectif de partis politiques pour la finalisation de la transition, on avait l'ADP, on avait le BOC, les centristes et FDP animés par M. Badiko. C'est ce qui a permis d'aboutir à ces accords aujourd'hui, dont je précise bien est le fruit et la volonté du professeur Alpha Condé d'organiser des élections législatives inclusives, transparentes, crédibles, pour nous permettre d'avoir une Assemblée nationale qui est le reflet de la volonté du peuple de Guinée. Et je crois qu'aucun démocrate en Guinée ou ailleurs n'est déçu aujourd'hui quand on prend même la structure de notre Assemblée nationale où siègent 15 partis politiques. Et mieux, aucun parti politique ne possède même la majorité absolue, en plus forte raison la majorité des 2 tiers. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'accompagnement que la communauté internationale a fait de la Guinée dans les préparatifs et dans l'exécution des accords du 3 juillet, monsieur le ministre? Il est important de rappeler que vraiment nous avons bénéficié de l'accompagnement de la communauté internationale. Vous savez, au départ, il était question de parler de Wemark et Sabari, de parler du départ du président de la CENI, mais quand on a discuté au Palais du Peuple, devant non seulement les membres de la CENI, les représentants des partis politiques et nos partenaires étrangers qui sont venus nous aider, c'est-à-dire la communauté internationale, il a été prouvé que toutes les conditions étaient réunies pour les élections libres et transparentes. Et pour cela, la communauté internationale s'est engagée de nous accompagner dans tout le processus électoral pour rendre le processus clair. Les élections libres, transparentes et crédibles. Et effectivement, c'est ce qui est le résultat que vous connaissez aujourd'hui. Donc vraiment, tous les démocrates guinéens en sont fiers. Il y a eu également les facilitateurs guinéens et internationaux. Qu'est-ce qu'on peut savoir là-dessus, monsieur le ministre? Oui. Au début du dialogue politique, l'opposition a exigé qu'il fallait trouver un facilitateur international et désigné par l'ONU. Chose que la mouvance présidentielle et le gouvernement ont accepté. C'est ce qui a fait que le premier choix est tombé sur le général qui est venu pour la réforme des services de défense et de sécurité. Général Cissé. Général Lamine Cissé. Général Lamine Cissé. Du Sénégal. Du Sénégal. Mais certains leaders de l'opposition ont dit que le fait que le général Lamine Cissé a duré en Guinée, donc qu'il a eu des relations avec les membres du gouvernement et d'autres Guinéens qui ne peuvent pas l'accepter. Et très respectueusement, nous avons accepté cette nouvelle exigence de l'opposition. C'est ce qui a fait que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a choisi M. Seydi Djinit, qui est venu faciliter. L'ouverture de ce dialogue a été présidée par le Premier ministre, qui a laissé finalement sa place au ministre des Affaires étrangères, son Excellence Lucini Fall, qui a dirigé sous le contrôle du facilitateur international, M. Seydi Djinit, et des facilitateurs nationaux, c'est-à-dire de côté de l'opposition, son Excellence Silla, ancien ministre de la Justice, et du côté de la mouvance présidentielle, honorable Aboubakar Sompare. Et c'est ce qui me permet de vous dire que le débat s'est déroulé dans la plus grande transparence. Les décisions ont été prises d'une manière consensuelle et je crois que le résultat que nous avons abouti aussi a satisfait l'ensemble des participants et c'est pourquoi on n'a eu aucune difficulté pour faire signer les termes de ces accords et tout le monde était fier. Le 3 juillet au soir, lors de la signature de ces accords au Palais du Peuple, tous les Guinéens étaient contents parce que ce jour-là on avait vu que le débat devait quitter la rue pour aller
à l'hémicycle au cas où les élections devaient avoir lieu. Alors, l'un des points d'achoppement les plus durs, c'était le cas de l'opérateur de saisie. Oui, Marc, à quoi on est arrivé? C'est vrai que l'opposition avait posé comme une condition fondamentale le départ de Waymark. Et lorsque nous avons réuni tous les participants à ce dialogue, dont notamment les experts de francophonie, les experts qui sont venus par le PNUD et autres, il s'est avéré qu'aucune possibilité n'était donnée à un travailleur ou à un directeur de Waymark ou de Sabari de pouvoir tricher pour un parti ou pour un autre. Mais en dépit de tout cela, il a été question que l'opérateur technique devait se limiter seulement à la confection des cartes électorales. Et c'est ce qui fut fait. Et qu'il ne devait pas participer au reste du processus. Ils ont même dit que le comptage devait se faire d'une manière manuelle. Ce qui est naturellement le cas en Guinée, puisqu'il n'y a eu aucune consultation électorale en Guinée où le comptage a été électronique. Ce n'est pas possible puisque nous ne sommes pas outillés pour ça. Parce que qu'est-ce qu'on appelle comptage manuel? C'est lorsque, pendant l'opération de vote, vous mettez les bulletins dans l'urne. Après le vote, vous renversez l'urne et vous comptez manuellement les bulletins. Un à un. C'est ce qu'on appelle comptage manuel. Et c'est ce qui a été toujours fait en Guinée, puisqu'on n'a pas des cartes qui permettent de compter électroniquement. Donc, nous avons accepté que le rôle de l'opérateur technique se limitait seulement à la confection des cartes électorales, et c'est ce que nous avons accepté finalement. Donc, Waymark a été finalement accepté par tous ceux qui étaient là. Et le fichier électoral, puisque c'était un autre problème. Oui, le fichier électoral était un autre problème, mais nous avons fait l'audit du fichier électoral. Nous avons installé un système de monitoring qui permettait de contrôler tout ce qui se passe au niveau du fichier électoral à Conakry comme à l'intérieur du pays. Nous avons passé par un système de pré-affichage qui a permis aux acteurs politiques d'aller bureau de vote par bureau de vote, de voir ceux qui ne sont pas inscrits pour les faire réinscrire, ceux qui sont doublement inscrits pour barrer leur nom, le nom de trop, et de voir réellement le dédoublonnage. Le dédoublonnage, exactement. Donc, et vous avez remarqué qu'il y a eu un temps où nous avons accepté un rallongement de la période de révision pour permettre à certains militants de partis de politique de l'opposition qui n'étaient pas enrôlés de se faire enrôler. Donc toutes les conditions ont été prises en compte et personne ne s'est senti lésé. Monsieur le ministre, un aspect sur lequel je voudrais un peu revenir, c'est le mot sélection de l'opérateur de saisie. Ça veut dire quoi? Que Waymark doit quitter ou Waymark doit être dans la compétition au cas où un autre opérateur devrait être désigné? Oui, c'est vrai, ça c'est une question très intéressante, puisque dernièrement l'opposition a adressé un courrier au Premier ministre pour lui dire que le gouvernement n'a pas respecté certains termes des accords du 3 juin, ce qui n'était pas conforme à la réalité, puisque j'ai maintenant sous ma main les accords du 3 juin et je suis plus que convaincu aujourd'hui que toutes les questions concernant les accords du 3 juillet ont été appliquées et à la lettre par le gouvernement, sauf pour le moment le recrutement d'un opérateur technique qui doit gérer l'élection présidentielle. Et puisque l'élection présidentielle se situe à la fin de l'année 2015, je suppose que nous ne sommes pas encore en retard par rapport au calendrier. Maintenant, si nous prenons tel que le courrier a été rédigé, nous voyons un grand décalage entre les termes des accords que nous avons signés au Palais du Peuple et ce que l'opposition a estimé ne pas être respecté. Je vais vous donner deux exemples. L'opposition dit que le gouvernement n'a pas indemnisé les victimes. Alors que si vous prenez les accords du 3 juillet, dans son article
13, qu'est-ce que cet accord nous dit? Il dit que le gouvernement s'engage à diligenter les enquêtes judiciaires sur les violences qui ont marqué les manifestations politiques liées à l'organisation des élections législatives et à tirer en ce qui le concerne toutes les conséquences de ces enquêtes conformément aux principes de l'état de droit et à la lutte contre l'impunité. C'est ça le terme de cet accord. Qu'est-ce que cela veut dire? L'État accepte le principe d'indemnisation en respectant la législation en la matière. Mais qu'est-ce que la loi nous dit? Le montant, la nature, qui doit être indemnisé et qui doit indemniser, c'est la loi qui détermine ça. C'est la justice. Donc c'est la justice et c'est le juge. Ce qui concerne le pouvoir en place, il a diligenté les enquêtes. Un procureur et les juges sont choisis, qui sont en train de travailler pour déterminer le degré de victimisation, de pertes subies par les gens, pour voir qui est responsable, qui doit recevoir les indemnités, qui doit payer et quelles sanctions infliger aux délinquants. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais vous savez, dans le cas d'espèces, les enquêtes peuvent traîner, mais ce n'est pas propre seulement à la Guinée. La justice est toujours lente. Hein? Non, même la justice non seulement n'est pas rapide, puisque le principe, le sacro-saint voudrait, vaut mieux de libérer 1000 coupables que de condamner un seul innocent. Donc, c'est pourquoi la justice ne peut pas aller à la vitesse comme nous pouvons souhaiter. En plus de cela, c'est que même au niveau des enquêtes, il faut des moyens, il faut la collaboration des citoyens, il faut la formation des agents, il faut l'équipement. Tout ça rentre en compte pour pouvoir mener rapidement et à bien des enquêtes de cette dimension. L'autre point de l'accord survenu le 3 juillet en Guinée, bien sûr, c'est le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Qu'est-ce qui a été retenu, monsieur le ministre? Je voudrais d'abord terminer votre première question concernant le choix de l'opérateur. Quand vous prenez le courrier de l'opposition, l'opposition dit dans son courrier que l'accord de 3 juillet disait le choix d'un nouvel opérateur. Je lis textuellement ce que nous avons conclu lors du dialogue politique. L'article 9 de l'accord politique nous dit la sélection de l'opérateur technique qui aura la charge de la confection de la liste électorale pour l'élection présidentielle de 2015 fera l'objet d'un appel d'offres international conformément à la réglementation en vigueur sur la passation des marchés publics. Cela veut tout simplement dire l'esprit de cet article que personne n'est exclu et personne n'est pris. Tout le monde peut postuler. Tout le monde peut postuler. Celui qui sera le meilleur sera choisi. Je ne dis pas que c'est ce qui que l'ancien sera choisi ou pas. Je ne fais que relire ce que les accords disposent, en tout cas les accords de 3 juillet que nous avons signés. Les téléspectateurs pourront aisément, pour ceux qui le souhaitent, aller sur l'internet. Ces accords existent. Il suffit seulement de taper l'accord global entre la mouvance présidentielle et les partis de l'opposition de 3 juillet. C'est fini, vous avez l'accord et vous-même, vous pouvez faire votre propre religion par rapport au respect ou non-respect des termes de ces accords par le gouvernement. Donc si je résume ce que vous venez de dire, c'est que tous ceux qui sont opérateurs techniques peuvent postuler pour les élections de 2015. C'est l'esprit de l'accord. C'est l'esprit de l'accord. Monsieur, je reviens à la question que j'avais posée tout à l'heure, c'est le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Les accords du 3 juillet disent quoi par rapport à cette question? Les accords du 3 juillet sont clairs. La CENI doit fonctionner conformément à la loi organique et de son règlement intérieur. Donc si vous prenez par exemple au niveau de ces accords,
c'est que la plus grande partie aujourd'hui relève des lois. Et puisque l'opposition que nous avons en face est fortement représentée à l'Assemblée nationale, je crois qu'ils sont beaucoup plus interpellés par ces termes de ces accords que le gouvernement. Parce que nous parlons du fonctionnement de la CENI. La CENI en soi est créée par une loi organique. Son règlement intérieur doit être voté là-bas. Et au cours de débats, des débats qui ont abouti à la signature de l'accord du 3 juin, on a dit de respecter la loi organique et le règlement intérieur de la CENI. Et je crois ceci est d'autant important que la durée des mandats, la fréquence des élections dépendent des lois votées à l'Assemblée nationale. Ou c'est la Constitution, ou bien c'est les lois organiques. En tout cas, ce n'est pas de la part du gouvernement. D'ailleurs, je suis très surpris qu'on puisse vouloir de la démocratie et qu'on refuse le principe de séparation de pouvoir. Parce que si le gouvernement doit jouer le rôle de l'Assemblée nationale, je crois que c'était inutile de mettre une Assemblée nationale aujourd'hui. Donc, si je résume ce que vous venez de dire, c'est à l'Assemblée nationale plutôt de faire le travail pour mettre en place ce qu'il faut pour faire fonctionner la CENI, c'est ça? Absolument. C'est à l'Assemblée nationale de voter les lois. C'est à l'Assemblée nationale de déterminer la fréquence des élections. Et c'est à l'Assemblée nationale seule, pas à une autre institution. Parce que dans un régime démocratique, les rôles sont séparés. Le pouvoir exécutif a un rôle bien déterminé. Le pouvoir législatif a un rôle très bien déterminé. Il s'agit de légiférer, de voter les lois. Et le pouvoir judiciaire rend la justice. Monsieur le ministre, dans les accords du 3 juillet 2013, une autre question a taraudé l'esprit de tous les Guinéens. Ça se disait dans tous les médias, sur toutes les places politiques. Les Guinéens de l'extérieur devraient voter. Qu'est-ce qui a été retenu pour ça? Effectivement, les Guinéens, il y a eu un débat autour de cette question, puisqu'en principe, quand vous lisez les textes de la loi électorale de notre pays, il est dit que les circonscriptions électorales sont selon les cas, le quartier ou le district pour l'élection de conseil de quartier ou de district, les communes et les préfectures pour les élections communales et aujourd'hui communales avant et communautaires et le territoire national le territoire national pour les élections législatives. Bon, pour les élections législatives, vous avez le territoire national pour la liste nationale, les communes et les préfectures pour les listes uninominales. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire le territoire pour les élections de conseils de district, de conseils communaux, et pour l'élection nationale, vous avez, parce qu'en Guinée, il y a deux types des élections nationales. Vous avez l'élection des députés, vous avez l'élection présidentielle. Pour l'élection nationale des députés, les circonscriptions, c'est les préfectures et les communes de Conakry, les 5 communes de Conakry, et le territoire national. C'est ça la circonscription électorale. Donc, quand nous nous mettons dans le texte tel que ces articles-là disposent, le Guinéen qui vit à l'extérieur ne pouvait pas voter parce qu'il n'est pas sur le territoire national et il n'est pas au niveau de la circonscription électorale. Mais au cours de débat, et puisque le président de la République a dit à chaque fois, vous vous entendez sur une question, je vous accompagne, nous avons décidé à ce que les Guinéens de l'étranger votent tel qu'ils avaient voté pendant l'élection présidentielle de 2010. Dans les mêmes conditions. D'accord. Alors, monsieur le ministre, nous allons en venir maintenant au chronogramme. Parce qu'aujourd'hui, il y a que on ne comprend pas trop. Est-ce que le chronogramme qui a été établi lors des accords du 3 juillet font allusion à l'élection présidentielle, aux législatives ou aux communautaires? Qu'en est-il exactement, Excellence? Effectivement, le chronogramme des élections que nous avons
arrêté en commun accord lors du dialogue concernait seulement les élections législatives. Et puisque l'élection présidentielle, c'est déjà connu, c'est dans la Constitution, le président de la République est élu pour 5 ans, renouvelable une fois. Donc on n'avait pas besoin de nous aventurer sur ce terrain pendant que c'est clair et précis pour tout le monde. Et tout le monde est d'accord sur ça. Donc, il n'a jamais été question, je persiste et je signe dans les accords de 3 juillet des élections communales. Ça n'a jamais été discuté. Mais je crois, tout peut être discuté à l'Assemblée nationale. Parce que c'est à elle seule de voter des lois. Et une fois ces lois votées à l'Assemblée nationale, elles s'imposent au pouvoir exécutif quand il s'agit en tout cas des élections. Et pendant que l'Assemblée nationale se fait actuellement vidée par les députés de l'opposition. Oui, c'est regrettable qu'aujourd'hui, pendant que notre pays a amorcé un virage important de son histoire, que les députés qui sont aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, une fois que vous êtes élu député, vous n'êtes plus député d'une préfecture ou député d'un parti politique, mais vous êtes député représentant de la nation entière, et qui aujourd'hui sont dans une situation pour permettre à la Guinée d'amorcer son décollage économique, à quelques jours de la ratification d'un accord historique, c'est-à-dire sur Simandou, qui permet à la Guinée d'avoir un investissement de 20 milliards de dollars. 3 fois le PIB national. 3 fois le PIB, plus de 3 fois le PIB national, et de surcroît, le plus grand investissement jamais réalisé en Afrique, qui permet non seulement d'ouvrir des grands chantiers, des perspectives heureuses pour la jeunesse, des centaines de milliers d'emplois. Et surtout, là où c'est important, c'est que nous avons non seulement gagné l'accord de base, mais l'accord transactionnel qui permet la construction d'un port en eau profonde à Furikaria, mais aussi la construction de la voie ferroviaire sur 650 km oui, qui traverse l'ensemble du territoire national, qui non seulement va permettre à Rio Tinto de transporter le minerai sur ces rails, mais à d'autres sociétés minières qui vont évoluer tout au long de ce corridor, mais aussi de transporter les produits agricoles, de transporter les marchandises et les hommes. Donc c'est une grande victoire pour la Guinée contre la pauvreté. Si c'est le moment que certains des élus du peuple choisissent pour suspendre leur participation, nous disons que nous le regrettons, mais nous estimons que la sérénité et la lucidité emporteront rapidement pour qu'ils se retrouvent autour de la table à l'Assemblée nationale et discuter des questions importantes pour le développement de la Guinée. Parce que ce qu'il faut retenir, M. Kaba, le parti politique, ce n'est pas seulement pour les élections. Quand vous créez le parti politique, ce n'est pas seulement pour être député ou président de la République. Le premier sacrifice de celui qui crée le parti politique, c'est faire don de soi pour son peuple. Et c'est pourquoi, après les élections, les partis politiques doivent participer au développement économique, politique et social du pays en accompagnant les projets générateurs de revenus pour ses concitoyens. Monsieur le ministre, dans la déclaration de l'opposition qu'a lu M. Aboubakar Silla, l'opposition pose certaines conditions pour son retour éventuel à l'Assemblée. Au cas où l'opposition ne revient pas, que dit la loi pour voter? Que dit la loi s'il y a un projet qui vient à l'Assemblée pour être discuté? Est-ce que c'est le quota du nombre total de députés à l'Assemblée ou c'est le nombre de députés présents pendant le vote? Que dit la loi? Vous savez, que l'opposition vienne à l'Assemblée ou pas, il y a un principe inaliénable. C'est le principe de la continuité de service public. Vous savez, même en pleine guerre, les services publics doivent fonctionner correctement. Aujourd'hui, avec le retrait de l'opposition à l'Assemblée nationale, nous avons toujours la majorité absolue. Ce qui peut permettre à cette Assemblée nationale de continuer à travailler
et de pouvoir ratifier, puisque la ratification n'a besoin que de majorité simple. Et au cours de vote, on ne tiendra pas compte du nombre de sièges, mais on tiendra compte du nombre de députés présents pendant la session de vote. Quoi qu'il en soit, cette émission tire à sa fin. Nous aurons l'occasion de revenir et de discuter d'autres questions de portée politique importante. S'il y avait un message aujourd'hui, le message du gouvernement guinéen envers tous les Guinéens, de la majorité de l'opposition, lequel serait ce message, M. le ministre? Le message du gouvernement guinéen est clair. C'est le message de la paix, de l'entente, de la quiétude. Nous adressons à l'opposition guinéenne une main tendue pour dialoguer, pour discuter l'avenir de notre pays en toute transparence. Mais le cadre de dialogue le mieux élaboré en ce qui concerne les lois et le vote, c'est à l'Assemblée nationale. Nous pouvons recevoir tous les leaders politiques qui désirent d'être reçus par les membres du gouvernement pour discuter des questions concernant nos départements respectifs. Et comme je le disais tout de suite, peut-être que le téléspectateur ou bien les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui peuvent se demander, puisque nous avons parlé de libre accès des partis politiques aux médias d'État, je crois une précision est importante avant la fin de notre émission. C'est vrai que depuis, même avant ce dialogue, les partis politiques avaient la possibilité d'accéder aux médias publics. Je suis très heureux aujourd'hui de prendre mon témoin dans le camp de l'opposition, à la personne même du porte-parole de l'opposition. Quand je suis arrivé à son département, en ce moment, c'était lui le ministre de la Communication. J'étais président d'un parti presque anonyme et moi, personnellement, un président anonyme. Je lui ai demandé que je voudrais faire couvrir mes activités par les médias publics. Mais ceci-là m'a dit que c'est très simple. Il s'agit d'adresser un courrier au chef de département de la communication en indiquant le lieu et l'heure, la durée de manifestation pour que vous puissiez bénéficier de la couverture médiatique. Je crois depuis cette date, cette loi ou bien cette formulation n'a pas varié. Et ce que je regrette, depuis que moi je suis là, je n'ai reçu aucune demande de couverture des activités des partis politiques de l'opposition. Et mes journalistes me rapportent que lors des manifestations de l'opposition, lorsque vous êtes jugé proche de la mouvance, quand vous vous approchez de lieux de manifestation, vous êtes agressé par certains militants. Donc c'est le lieu de rappeler aux partis politiques en général que les médias d'État sont pour tous les Guinéens. Il suffit de remplir les conditions pour que vous puissiez bénéficier de la couverture et de comprendre que les journalistes font leur boulot, on peut les laisser tranquilles, faire leur travail. Monsieur le ministre, l'espoir est permis? Aujourd'hui, l'espoir est permis. Je suis plus que convaincu que ce que l'opposition a dit, c'est une menace qu'elle ne mettra pas à exécution. Parce qu'aujourd'hui, nous venons de prendre point par point l'ensemble des points des accords du 3 juillet. Et vous-même, vous êtes convaincu, à partir de la minute que le gouvernement, à l'exception du choix de l'opérateur technique, tous les autres points de l'accord ont été respectés et à la lettre. Donc il n'y a aucune raison pour que le non-respect de cet accord soit un problème. Premier point. Deuxième point, l'opérateur technique qui n'est pas choisi encore est prévu pour l'organisation de l'élection présidentielle de 2015. Et il reste encore beaucoup de temps pour nous permettre de choisir. Et troisième point, il demande de dialoguer avec le gouvernement. Nous leur disons que nos portes sont ouvertes. Ils peuvent discuter avec nous, en tout cas pour tout ce qui concerne les attributions de nos départements. Comme j'aime à le répéter, un ministre, un chef de département n'est pas le propriétaire du département. Le propriétaire du département, c'est le peuple de Guinée. Et ce peuple de Guinée s'est fait
représentés par les députés à l'Assemblée nationale. Et ces députés à l'Assemblée nationale ont voté des lois, lesquelles lois nous avons l'obligation de respecter. Monsieur le ministre, une dernière question subsidiaire. Si demain l'opposition voudrait utiliser cette même tribune pour répondre, que leur dites-vous? Nous n'avons pas de problème. Vous savez, nous sommes démocrates. Nous voulons un débat responsable. Je crois que l'opposition et nous, fondamentalement, nous ne sommes pas opposés pour l'avenir de la Guinée. Nous ne sommes pas opposés pour le principe démocratique. Nous sommes pour la démocratie, ils sont pour la démocratie. Peut-être nous pouvons avoir des démarches différentes, des stratégies différentes. Donc si l'opposition voudrait venir dialoguer, débattre avec le ministre ou bien avec un autre cadre, ou bien répondre ici, moi je leur dis qu'il n'y a pas de problème, à condition qu'en venant, qu'on puisse venir avec les termes des accords pour permettre à la population guinéenne d'être éclairée sur les termes des accords du 3 juin. De comprendre. Absolument. Monsieur le ministre. C'est pour moi tout le plaisir d'être avec vous. Merci, monsieur le ministre. Au plaisir. Merci. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, j'espère que vous avez été suffisamment éclairés par ce débat à bâton rompu avec le ministre de la Communication sur les accords du 3 juillet 2013. Au plaisir donc de vous retrouver très bientôt sur la Lucarne Joie de la télévision nationale. La RTG vous dit merci et à très bientôt.